Vous écoutez IDFM, il est 11h. Régiment de chasse 230 Normandie-Niemen, l'un des pilotes, Pierre Lorillon. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans notre rubrique aéronautique, présentée par Catherine Loubet. Nous allons évoquer aujourd'hui une partie historique aérienne de la dernière guerre, celle de la création d'un régiment de chasse, et nous l'expliquerons tout à l'heure pourquoi un régiment de chasse et non pas une escadrille. Ce régiment de chasse s'intitule le 230 Normandie-Niemen. Nous sommes en décembre 1941. Des hommes ne se résignent pas du tout à l'occupation de la France et font partie des forces aériennes de la France libre. Nous expliquerons aussi tout à l'heure exactement ce qu'elles représentent. En Angleterre, donc à cette époque, fin décembre 1941, le général de Gaulle souhaite apporter son soutien sur le front de l'Est et monter une unité contre le nazisme. Cette unité aura un nom de province française, comme c'est depuis le cas d'ailleurs, et cette unité s'appellera Normandie. Le message est passé et des pilotes disséminés aux quatre coins du monde vont rallier l'Angleterre, effectuer chacun un véritable périple, et ça, on pourra en parler, une véritable aventure tout à l'heure, pour se donner donc tous rendez-vous au Liban, à Rayak, d'où l'unité nommée Normandie-Niemen, enfin Normandie d'abord, justement, et on vous dira pourquoi Niemen ensuite. Donc cette unité, donc tous regroupés, ces pilotes, vont s'acheminer vers, à l'époque, l'URSS et ils vont arriver tous à Ivanovo. Certains ne se connaissent pas, certains se connaissent déjà, se sont déjà vus lors de la guerre. Et là, grâce aujourd'hui, pour nous éclairer donc sur ce moment historique de bravoure et d'amitié, nous allons dire, nos invités qui sont respectivement, Monsieur Manissoufan. Bonjour Monsieur Manissoufan. Et Monsieur Jean-Marie Bertrand. Bonjour. Alors Monsieur Manissoufan, lui, va bien nous éclairer en effet, parce qu'il est écrivain, historien, rédacteur en chef également. Et Monsieur Jean-Marie Bertrand, eh bien nous avons la chance d'avoir, en fait, pour faire cette émission, Monsieur Jean-Marie Bertrand a été le gendre de Monsieur Pierre Lorillon. Et ils ont répondu tous les deux à cette invitation. Nous aimerions, bien sûr, mettre l'accent sur chacun des pilotes du Normandie-Niemen. Il faut dire aussi que le Normandie-Niemen est un régiment de chasse qui existe toujours depuis cette époque et qui maintenant vole sur Rafale. Et ça, nous en parlerons également après. Alors, mais vous comprenez bien qu'une heure d'antenne ne suffirait pas et nous avons la chance donc d'avoir ces deux personnes qui ont côtoyé l'un de ces pilotes, Monsieur Pierre Lorillon. C'est un témoignage, c'est ça que l'on veut surtout faire passer dans cette émission, c'est un témoignage sur son parcours personnel, mais aussi, à travers lui, sur sa vie au sein du régiment de chasse Normandie-Niemen et les valeurs humaines qu'il y a partagées. Alors, pour commencer, bien sûr, avec Monsieur Manissoufan, nous allons refaire la genèse de la création de cette unité pour qu'on comprenne l'unité Normandie, voilà, fin 1941, et on va essayer de faire
quelque part, avec des exemples, revivre ce qu'ont connu ces pilotes, cette force qu'ils avaient pour libérer la France, pour libérer le front de l'Est, et vraiment ce qu'ils ont fait. Alors, Monsieur Magny-Souffan, nous sommes en décembre 1941, donc le général de Gaulle a créé cette unité, en accord avec l'URSS, bien sûr. L'unité n'est pas encore créée. Elle n'est pas encore créée. Non. Alors, allez-y. Nous sommes naturellement en 1941. À la date du 7 décembre, les États-Unis sont attaqués par le Japon et rentrent en guerre. Mais le regard posé des Américains, qui étaient un pays neutre au départ, change et pense que le général de Gaulle n'est pas peut-être le meilleur homme pour la France. Et le général de Gaulle, comprenant ça, désire ardemment mettre des hommes de la France libre dans tous les théâtres d'opération, donc la Russie. Il se passe à ce moment-là quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'avec la déclaration de guerre de l'Allemagne sur l'URSS, les attachés militaires et l'ambassadeur français de Moscou rentrent en France et passent par la Turquie. Et là, M. Charles Luguet, qui était l'attaché air de l'ambassade, fait fausse route et va d'abord à Rayak et ensuite va en Angleterre et explique à M. Mirles, qui est le chef du deuxième bureau, que peut-être il y aurait une opportunité de faire quelque chose avec les Russes parce qu'ils ont peut-être perdu une bataille, mais le potentiel du peuple et de l'armée russe est tellement immense qu'on peut faire quelque chose avec eux. D'accord. Donc, dans un premier temps, le général de Gaulle est favorable à envoyer une division terrestre, mais naturellement, il y a une difficulté, on va dire, logistique. Et Alfred Mirles préconise au général de Gaulle, avec le général Vallin, de dire peut-être envoyer une escadrille. C'est comme ça que c'est venu, d'accord. D'accord. Et cette escadrille, alors, il faut quand même trouver les pilotes. Alors, ils sont un peu à droite, à gauche. Alors, d'abord, il y a une longue négociation entre diplomates russes et représentants français de la France libre. Les choses sont plus délicates qu'on ne le croit. Sûrement, et oui. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, nous avons ce qu'on appelle les 4 mousquetaires. Ce sont les 3 pilotes qui se sont évadés en octobre 1941 de Oran, c'est-à-dire Marcel Albert, Marcel Lefebvre et Durand, qui arrivent en Angleterre. Ils sont présentés au général de Gaulle. Et Marcel Lefebvre dit d'une manière très simple, alors qu'il ne sait pas qu'il y a des pourparlers entre les Russes et les Russes et les Français, dit « S'il faut aller en Russie, j'irai en Russie ». Le général de Gaulle sourit et lui dit « On va y penser ». Voilà. À partir de là, les pourparlers se mettent en route. Il y a un petit accident parce que les 2 parlementaires russes meurt dans un accident d'avion, donc tout est à reprendre. Et à partir de septembre, les choses se mettent en place et on demande des volontaires. Voilà. Donc il y a ce qu'on appelle 2 parties importantes au Normandie, ce qu'on appelle les Libyens et les Anglais. C'est-à-dire que vous avez des volontaires qui étaient en Angleterre et qui vont faire un grand périple pour arriver à Rayak, au Liban. Et vous avez l'escadrille, le groupe d'Alsace, qui va donner une de ces escadrilles pour former l'embryon du groupe Normandie. Mais c'est assez complexe quand même. Là. Bien sûr. C'est pour ça que c'est... Bien sûr. Donc, quand les choses sont officielles avec Staline et ses diplomates, le général de Gaulle demande au commandant Pouliquin de s'occuper de la création du groupe GC3 et par comment je pourrais dire, l'habitude a été prise à chaque création d'un groupe FAFL de lui donner un nom de province. Donc le premier a été Alsace,
à cause de la Première Guerre mondiale, Oui. des choses comme ça. La seconde a été la Lorraine, D'accord. naturellement. Et pour le troisième, on a cherché entre Bretagne et Normandie, et on est allé sur Normandie. Voilà. Alors c'est amusant parce que tout à l'heure vous avez cité Marcel Lefebvre, qui Oui. a été un célèbre pilote et un as aussi. Et qui est Et normand, il était normand, justement. Absolument. D'accord. Et on en reparlera tout à l'heure certainement. Alors, cette unité, est-ce que vous pourriez nous dire, donc là nous sommes donc en 1942. Nous sommes encore en 1900. Oui, absolument, excusez-moi. Oui, Nous oui. sommes en septembre 41, octobre 42. Ce qu'on appelle les Libyens. Ça a mis du temps finalement quand même, Oui, avec oui, tous ces absolument. pourparlers et tout ça. Oui, quand Les, même. les Libyens se sont déjà installés à Rayak D'accord. et ils attendent avec impatience ce qu'ils appellent les Anglais. Et donc, parmi les Anglais, nous avons naturellement Marcel Lefebvre, Mhm. Marcel Albert, Mhm. Durand. Nous avons un autre Normand, j'ai oublié son nom, là, excusez-moi. Et puis, il y a Roland de la Poipe. Oui. Il y aura aussi Jean de Pange. Il y aura aussi le docteur Lebinski qui va venir. Et tous ces gens-là, Preciosi, bien sûr. Oui. Voilà. Mais Preciosi fait un parcours différent, c'est-à-dire qu'il passe son écolage en Angleterre et ensuite il est envoyé directement en Libye. Et de là, il va partir et récupérer ses amis à Rayak. Voilà. Alors tout à l'heure justement, vous avez cité entre autres là le médecin, parce que c'est vrai qu'il y avait un médecin, il y avait donc ça. Ils étaient combien au départ, combien de pilotes enfin 15 au départ. Au départ, ils sont 14 pilotes de 14, chasse et un pilote de liaison qui est Jean de Pange. Ah d'accord. Mhm. Et à côté de ça, vous avez un docteur, Mhm. docteur Lebinski, vous avez un interprète, vous avez... Ah oui, aussi un interprète. Oui, oui, d'accord. Mhm. Et donc là, il se retrouve à Rayak, mais dans une chaleur pas possible, là, au Liban. Oui. Alors, Albert Litolf, qui a fait une très belle guerre pendant la bataille de France et qui s'est battu ensuite dans le désert de Libye avec le commandant Denis, fait venir un appareil d'Afrique noire, un Devoitine 520, et sur place, il y a un autre Devoitine et il prend sur lui de les faire réparer pour faire travailler tous ces pilotes à s'entraîner sur un appareil plus récent que ce qu'il y avait à Rayak. Mhm. Voilà. Nous sommes là aux alentours du 14 octobre. L'unité semble opérationnelle et le 24 octobre de la même année, le général Cornillon Molinier vient se faire présenter la nouvelle unité et offre à tous les pilotes et mécaniciens, ils sont quand même 48 au départ, puis ils vont devenir 50, le fameux insigne rouge avec 2 léopards du Normandie. Ah oui, alors justement pour nos auditeurs, c'est vrai que quand on parle du Normandie-Niemen, et pour ceux soit qui vont à la Ferté-Alais, qui chaque année, au mois de mai ou juin, à la Pentecôte, donc voient des yaks, du nom Yakovlev en fait. Oui, Yakovlev, oui. Yakovlev, avec justement ce blason de la Normandie. Oui. On a tendance à dire ce sont des lions, ce sont des léopards. Ce sont des léopards, oui. Voilà. Et après, on parlera tout à l'heure pourquoi Normandie-Niemen et pourquoi l'éclair. Et pourquoi Niemen. Voilà, exactement. Et donc là, il s'entraînait donc parce qu'en fait, chaque pilote avait venait de différents endroits et avait appris à piloter sur différents avions, j'imagine. Oui. Donc là, ils s'entraînaient sur le même avion, tous. C'est-à-dire que Albert Litolf, pour faire bien les choses et généraliser les choses, avait pris donc ces deux Devoitine 520, qui était le chasseur le plus récent de l'armée française, pour faire travailler et entraîner tous les pilotes qui venaient à Rayak. Il faut savoir que le système de pilotage en Angleterre n'est pas le même qu'en France. Ah, voilà. C'est-à-dire que si vous voulez pousser le moteur, vous allez de l'avant chez les Anglais.
alors que si vous voulez pousser le moteur du côté français, vous devez l'amener au ventre. Ce qui est vraiment pas évident, là. Non, c'est pas évident, mais ça s'est fait très, très, très simplement. C'est comme la conduite. Exactement. Exactement. Non. D'accord. On va faire une première pause pour justement marquer cette introduction, ensuite pour partir vers le RSS. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. She's giving me the excitations. Close my eyes. She's somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. Good vibrations. Excitations. Good vibrations. Vibrations are happening with her. Gotta keep those love good. Vibrations are happening with her. Gotta keep those... Chers auditeurs, vous êtes toujours sur IDFM 98 Radio Anguin et nous sommes avec le régiment de chasse 230 Normandie-Niemen et un hommage plus particulier aujourd'hui à l'un des pilotes, Pierre Lorillon. Nous étions donc à Rayak au Liban où des pilotes français de la force aérienne de la France libre s'étaient regroupés et nous sommes avec un de nos invités, donc Mani Soufan. Je voulais simplement dire que un tout petit peu une petite biographie quand même sur Monsieur Mani Soufan. C'est assez curieux parce qu'après des études en pharmacie, Monsieur Mani Soufan s'est orienté, mais avec succès, vers la photographie, pour laquelle il a travaillé et remporté un grand prix de la critique Kodak. Et vous avez exposé à l'international, et puis est devenu durant une quinzaine d'années artiste photographe professionnel. À l'issue de cette carrière très active, vous avez ouvert la porte à deux passions, et c'est là, celle de l'écriture et de l'aviation militaire, Seconde Guerre mondiale, et à partir de 1996, vous avez commencé à écrire dans le magazine Réplique, pour ceux qui connaissent, des articles sur des as, puis rédacteur en chef chez TMA, des écrits pour Air Magazine, Ciel de guerre, Les ailes françaises, des hors-séries, puis Avion au pluriel. Vous êtes le biographe officiel de Pierre Klosterman, à sa demande, et celui de Marcel Albert, donc un des pilotes du Normandie-Niemen, que vous avez eu la chance de rencontrer aux États-Unis. Ça, vous nous en parlerez tout à l'heure aussi. Vous avez écrit aussi le panégyrique d'un peu moins d'une dizaine de parrains de promotion de l'école de l'air. Vous êtes spécialiste international de la guerre aérienne de la Seconde Guerre mondiale et un des plus pointus FAFL, ainsi que du Normandie-Niemen, bien sûr. Depuis un an, vous occupez le poste de co-rédacteur en chef du nouveau magazine ACES, AS au pluriel, et qui est un superbe magazine, je viens de le voir, et qui est un grand succès, et ça, je le comprends complètement. Voilà, ACES.
Voilà, à Cesse. Alors, Monsieur Magny-Souffan, donc, nous revenons à la création du Normandie-Niemen. C'était donc fin décembre 1941. Progressivement, ça a mis quand même un an avec plein de pourparlers. Et puis, pour rallier Rayak au Liban. Et nous sommes avec une quinzaine de pilotes et combien de mécaniciens, vous m'avez dit ? Une cinquantaine, qui s'entraînent sur un avion. Et là, par contre... Et juste à un moment donné, tout est prêt, c'est-à-dire, quand je dis tout est prêt, les autorités russes donnent leur feu vert en donnant les visas pour les pilotes. Mhm. Et donc, les pilotes vont faire un périple immense avant d'arriver à destination. Ils vont d'abord aller en Irak, ensuite prendre le train pour aller en Iran. En Iran, ils vont rester une dizaine de jours où ils seront accueillis par la délégation française et par les Français qui vivent là-bas d'une manière formidable. Et de là, ils vont partir en Russie. Mais à ce moment-là, il y a une grande bataille, peut-être une des plus grandes batailles qui a existé, celle de Stalingrad. Et ils sont obligés de contourner cette bataille. Et donc, ils vont passer par la mer Noire, par la mer Caspienne, et remonter tout doucement. Mais par quel moyen de transport dans ce cas-là ? Alors, train, ils sont partis, avion. Il y a une partie en train au départ, Oui. une partie en camion aussi, bien avant. D'accord. Mais à la fin, ils partent en DC-3. Mhm. Et donc, il y a 3 appareils qui vont partir et qui vont emmener ces gens et qui vont arriver le 29 novembre 1942. Et je voudrais dire qu'on va souhaiter cette année le 75e anniversaire du départ des pilotes en Russie. D'accord. Et ça va être un événement qui va se faire. C'est un événement qui va se faire, qui va se mettre en place autant en Russie à Ivanovo, où ils sont arrivés, mais surtout sur la base de Mont-de-Marsan, où se trouve le régiment de chasse de 30 Normandie-Niemen. Voilà, dans les Landes. Dans les Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, ils vont rallier donc Ivanovo, comme vous le disiez, qui se trouve au nord-est, je crois, de Moscou. 250 c'est ça km, c'est ça. Oui. Voilà. Et alors, c'est en plein hiver. Oui, les Français ne sont pas du tout préparés à ce froid. Il y en a même qui sont encore en blouson. Et oui, surtout après le Liban. Voilà. Donc, la première chose, c'est d'aller se revêtir, prendre des bottes en peau de chien, avoir les culottes de pilote russes et s'acclimater pendant quelques jours aux intempéries du pays qui sont terribles, puisque parfois on descend en dessous de moins 10, moins 15 degrés. Voilà. Oui, certainement. Et alors les mécaniciens aussi, ça doit être difficile encore. Je ne vais pas dire plus pour eux. Les mécaniciens vont être pris de court à partir du moment où les premiers appareils vont venir et donc ils vont devoir s'occuper de ces appareils et c'est là qu'ils vont comprendre leur douleur parce que c'est quelque chose de terrible. Certains m'ont raconté que par habitude, ils mettent un boulon entre les lèvres pour pouvoir travailler et là-bas, le boulon était collé. Voilà. Voilà. Donc c'est des choses assez terribles. Mais avant ça, il est intéressant de savoir que les Français devaient faire un choix par rapport au matériel. Et les Russes proposent 3 matériels, un américain, un anglais et un russe. Donc pour l'américain, c'était le P-39 Era Cobra. Pour le russe, c'était le Hurricane. Et ils présentent leur avion, le Yak-1. Et toujours ce même Albert Litolf, qui était un grand fanatique d'aviation et qui aimait cet avion, a ressenti tout de suite dans cet avion qu'il y avait du deux-voitines. Et en parlant avec le commandant Tulane, ils ont choisi de concert de prendre cet avion, ce qui a fait vraiment plaisir aux Russes. Oui. Parce que les Russes étaient vraiment très ouverts et auraient accepté le choix des Français. Et le plaisir a été d'autant plus grand de s'apercevoir que les Français avaient choisi le Yak. Alors ce Yak, c'est un bel avion d'ailleurs, c'est vrai, il est très joli comme silhouette. C'est un très bel avion, mais rustique. Oui. C'est-à-dire qu'il est tout en bois
Et il n'a pas, comme sur le Hurricane ou sur les avions américains, tous les petits cadrans spécifiques. C'est quelque chose qui est rustique et où on travaille beaucoup avec la main. Voilà. Il est biplace, monoplace? Alors, ce sont des chasseurs, Oui. donc ce sont des monoplaces. La virtuosité du yak n'est plus à démontrer. C'est un appareil qui était très maniable et très rapide. Mais il y a eu des biplaces après. Alors, Oui, pardon, je vais peut-être vite là, mais si vous voulez, à partir de ce choix, Oui. les premiers appareils viennent vers le 15 janvier. Alors, ils sont peints en blanc. Voilà, et pour la livrée est blanche. Ah, d'accord, tout blanc. Et les codes sont rouges. Mais naturellement, pour travailler et pour s'habituer et s'acclimater aux températures et à la neige, il faut avoir un entraînement sur un appareil biplace. Et c'est là qu'on utilise le Yak 7, qui est un biplace d'entraînement. Le pilote est devant, le moniteur est derrière. Et chacun va commencer d'abord à s'orienter. Il faut essayer d'imaginer la terre immaculée blanche. Eh oui. Voilà, et vous n'avez qu'un petit T qui vous dit c'est le début de la piste pour atterrir ou pour décoller. Ouais, c'est assez déroutant, ça. Donc quand même. c'est très déroutant. Et tous ceux qui ont laissé des traces de ce début ont souligné la difficulté de se repérer dans ce désert blanc. Sûrement, oui. Oui. Mais avec du temps, les choses se font. Marcel Albert est un des premiers, avec Marcel Lefebvre, à s'acclimater à ce temps. Et c'est eux qui vont aider les autres pilotes à s'habituer. Ils vont devenir instructeurs un petit peu, si on Voilà, peut dire. Exactement. Oui. Et au bout de 15 jours, 3 semaines d'entraînement, les choses vont se mettre en place. Donc ces pilotes avaient une moyenne d'âge de combien, que ce soit Marcel Albert? À peu près 22 ans, 23 Oui, ans. voilà, ils étaient vraiment jeunes. Hein. Oui, oui. Et les conditions... donc ils avaient aussi de quoi manger quand même, parce que là-bas, C'est une grande histoire pour les il y avait Français. l'hiver en plus, puis... Non, mais c'est une grande histoire parce que c'était vraiment très chiche Ouais. comme nourriture. Et bon, ils avaient la vodka qui était là, et c'était un petit morceau de pain noir, et c'était du sorte de blé d'orge Oui. qu'ils avaient mangé, et les pilotes ont, dès le départ, souffert de la nourriture. C'est Sûrement. quelque chose C'est qui est- difficile, là. Hein. qui est inhérent pendant les 3 campagnes. Oui, il y avait une personne... j'ai plus son nom là en tête, un pilote dont les fils sont là d'ailleurs, les descendants. Bon, je retrouverai tout à l'heure. Oui. Hein, parce qu'il y a quand même pas mal encore de personnes, enfin des descendants justement. Hein. On va faire une aparté simplement avec parce que le pilote Pierre Lorillon, lui, est arrivé plus tard, c'est-à-dire en 1944. Là, on reviendra sur 1943 tout à l'heure. Mais pour pas laisser notre invité isolé, nous allons justement, notre deuxième invité, nous allons parler de monsieur Pierre Lorillon, qui lui est arrivé en 1944. Et c'est juste pour avoir justement un autre son de cloche. On va parler... Pierre Lorillon est né en 1918, c'est ça? Alors, monsieur Jean-Marie Bertrand, vous êtes le gendre. Je suis le gendre de Pierre Lorillon. Voilà. Donc, j'ai connu Pierre en 90 et j'ai côtoyé jusqu'à la fin de ses jours. Donc, Pierre est né le 13 mai 1918. Donc, il est né à Champagny-sur-Marne. Très tôt, il a fait beaucoup de sport. Je dis ça parce qu'on verra plus tard à quoi ça lui a servi. C'était quand même une force de la nature. Apparemment, il était très sportif. Hein, oui, j'ai vu ça, et heureusement. Hein. Très grand. Oui. Physiquement. Physiquement, c'était effectivement une force de la nature. Oui. Et donc, il est arrivé très tard au combat, c'est-à-dire en 1944, parce qu'il avait tenté quand même de rejoindre la Russie tout à fait au départ, mais il a manqué son évasion. Mais je pense que Mani va vous raconter ça mieux que moi. C'est très intéressant parce que Oui.
Vous avez ce qu'on appelle à Vichy les dissidents, ceux qui voulaient rejoindre le général de Gaulle ou simplement qui voulaient continuer le combat, qui ne pouvaient pas admettre une seule seconde que la France puisse baisser les bras par rapport à l'occupant. Et donc, à partir de décembre, pardon, oh là là, à partir de fin juin, Oui. il y a beaucoup de départs. Ouais. Vous avez l'armistice qui va être signé le 24, et à partir du 17, l'armée de l'air demande à toutes les unités de rapatrier le matériel en Afrique du Nord. D'accord. Et le point central de l'Afrique du Nord, c'est Oran. Et là, à Oran, on dispatche au Maroc, on dispatche en Tunisie le matériel, et quand il y a eu la signature de cet armistice le 24 ou le 25 juin, beaucoup de pilotes ont voulu partir. Et donc, vous avez des gens aussi connus que René Mouchotte, Émile Fayolle qui a volé avec Pierre Lorillon un petit peu avant, qui partent d'Oran le 29 juin. Donc, un premier avion décolle, un second décolle, un troisième rate, et dans le quatrième, il devait avoir Pierre. Et Pierre, malheureusement, se fait arrêter avec les bagages de ses collègues parce qu'on lui avait demandé d'être là avec les bagages en attendant d'amener... Voilà. Et donc, il a eu une interdiction de vol pendant 2 mois, et après, il y a eu une très forte discussion, n'est-ce pas Oui, Jean-Marie? tout à fait. Il y a même, il semblerait, d'après ce qu'il m'a raconté, qu'on avait voulu lui retirer son brevet de pilote. Alors, il est allé voir le colonel, vu sa force de persuasion, qui lui a quand même rendu son brevet de pilote, et il a continué quand même à voler un peu. Donc, et avec ses collègues, donc, il n'a pu que rejoindre, donc, en 1944, le front russe. Et tout de suite, cet homme qui voulait combattre depuis autant d'années qu'on l'avait empêché de combattre, c'est tout de suite illustré par, en très peu de temps, Pierre a eu 8 victoires aériennes. Et, Oui, dans un temps vraiment très court, finalement, il a remporté énormément de victoires. et Mani Ouais. va pouvoir confirmer ça. Il a eu un accident aussi terrible. Hein. Alors, c'est pour illustrer la violence des Oui, combats et la oui. volonté de cet homme. Donc, il est arrivé dans ses premiers combats, il s'est heurté avec un avion allemand, il a perdu son aile, quoi. Un Focke-Wulf, c'est ça Voilà. 90. Il a perdu la moitié de son aile. Et il Ah a ouais. perdu la moitié de son aile, et donc en arrivant, il a fallu qu'il se dégage et qu'il atterrisse quand même quelque part. Donc il a réussi à atterrir, mais en ralentissant son moteur, parce que pour atterrir, il faut ralentir, l'avion s'est retourné sur le dos. Donc il a atterri sur le dos, et donc il a réussi à s'extraire de l'avion, et il avait le menton fendu. Parce que le manche, je pense, était Et, entré- ouais, il s'était pris le manche dans Ouais. le menton, Ouais. et donc on l'a extrait là, on lui a recousu vite fait les points de suture, il s'est mis à rigoler, il était heureux, et il est reparti 2 heures après pour un autre combat, il est reparti. C'est téméraire. Hein. Et c'était l'exemple de cet homme-là, c'est que toute sa vie il a souri, et quand il y avait une tension pour aller au combat ou de l'affection, il était toujours optimiste, et c'est ça les hommes le suivaient partout. Donc, je dis les hommes le suivaient partout parce qu'il s'est non seulement illustré dans le ciel, il s'est illustré au sol, il s'est illustré aussi en tant que nageur de combat. Donc, voilà. Voilà un peu le genre de personne Oui, oui. que nous avons en face de nous. Et ça, on peut comprendre ce que vous dites, c'est vraiment intéressant parce que justement, Pierre Lorillon est un des pilotes et on lui rend hommage justement aujourd'hui. Sa fille doit nous écouter parce que votre épouse d'ailleurs. Mais à travers lui, justement, on peut ressentir le caractère de chacun. Ils avaient tous leurs particularités, bien sûr, mais Absolument. c'était des personnes Vous avez tous la volonté oui. de combattre. de combattre. Et de combattre au péril de leur vie. Ils n'avaient aucune peur de Mhm. mourir, Mhm. parce que leurs parents étaient déjà morts pour la plupart dans la guerre de 14. Ah oui, il y a ça aussi. Et donc, eux n'avaient aucune peur de mourir. Oui. Et ils avaient la volonté de vaincre. Et c'est quelque chose qu'ils avaient au fond des tripes à ce moment-là. Parce que pour rejoindre
la Russie, c'était pas une mince affaire à chaque fois. Non, justement. Il faut bien expliquer que tous les pilotes qui partent pour la Russie sont volontaires, en sachant très bien la dureté du pays, les difficultés de l'éloignement, et c'est vraiment un courage énorme de vouloir aller là-bas, Oui. combattre loin de son pays, loin des siens, et dans une langue que personne ne connaît. Et voilà, c'est très chevaleresque, c'est une bravoure. Nous allons justement mettre un peu une musique qui va nous emmener vers de nouveau l'URSS, enfin l'ex-URSS, la Russie. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Il voulait tout savoir. Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé et on a chanté. Et puis ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et l'on a dansé. IDFM 98, Radio Anguin, rubrique aéronautique, Catherine Loubet qui vous parle, et je suis avec monsieur Mani Soufan. Nous parlons du régiment de chasse 230 Normandie-Niemen, et nous sommes en ex-URSS, nous sommes en mars 1943 à peu près. Oui. Nous avons rendu à l'instant, juste il y a quelques instants, un hommage à Pierre Lorillon, que nous reprendrons tout à l'heure, des pilotes du Normandie-Niemen. Et là, nous reprenons pour voir un petit peu justement la période mars 1943 et passée à 1944 jusqu'à 1945. Nous sommes l'escadrille, puisque c'est l'escadrille Normandie au départ, oui, encore, 1914, oui. est prête le 22 mars et elle rend les honneurs devant le général Petit pour partir en campagne. Le premier combat se fait le 5 avril 1943 et Preciosi et Durand ont chacun une victoire. Cela augure beaucoup de l'unité. Malheureusement, une semaine plus tard, ce sont les trois premières pertes, dont Marcel Yves Bizien, qui était le deuxième Normand du Normandie-Niemen, qui tombe. Et je voudrais faire une petite histoire par rapport à ce Marcel Yves Bizien. Le maréchal Keitel avait ordonné d'abattre tout Français s'il était prisonnier, parce que pour lui, il n'y avait plus de Français puisque la France avait capitulé. Et il semblerait que Marcel Yves Bizien avait encore ses papiers
Et en Normandie, son frère, ses 2 frères et une autre personne ont été incarcérés et envoyés dans un camp de concentration à cause du fait qu'il avait été prisonnier. Voilà. Donc la campagne se fait plus difficilement. Les Français ne le savent pas. Ils sont protégés par les pilotes russes du 18e de la garde parce que pour Staline, c'est quelque chose de très symbolique, ce régiment. Oui, oui. Et on verra que par la suite, même pour les Russes, la France existe alors que les pilotes polonais ou les pilotes tchèques qui ont fait la guerre avec les Russes sont moins reconnus. Donc la première campagne se termine brillamment avec 77 victoires. On a 2 parties. La première se termine au mois de juin avec les Yak. Et ensuite, vous avez les nouveaux Yak 9 qui arrivent, qui sont plus puissants. Et notre ami Marcel Albert commence à parler de lui, puisque c'est lui qui a le plus de victoires déjà à cette époque. Et le 6 novembre, la première campagne se termine. Le groupe, puisque c'est devenu un groupe avec 2 escadrilles, s'appelle toujours Normandie, et a 77 victoires. Là, l'unité est retirée, elle va à Toula, et elle va passer l'hiver et s'entraîner jusqu'au mois de février avec l'arrivée d'un nouveau contingent, avec le désir des Russes de faire devenir ce groupe de chasse en régiment. Alors, un régiment russe se compose en 4 escadrilles de 10 avions avec un commandant et un commandant adjoint. Donc, des noms comme Roger Sauvage, Oui. comme André vont arriver. Et l'entraînement se fait jusqu'au mois de mai. Et c'est là qu'arrive Pierre, puisqu'il arrive le 8 mai 1944. D'accord. Voilà. Mhm. Il va être à la 3e escadrille. Mhm. Et 2 semaines après, l'unité va au combat. Et le 1er août 1944, Pierre Lorillon abat son premier avion. Et nous sommes là à quelque chose de très important. Je voudrais expliquer, par exemple, pour Normandie-Niemen. Justement, oui. Voilà. Voilà, pourquoi Niémen, Voilà. justement. Pourquoi on a Donc, rajouté Niémen à Normandie? Nous avons une poussée russe et le haut commandement demande à passer un fleuve qui s'appelle le Niemen. Voilà, un grand fleuve, oui. Voilà. Et dans le dispositif, au centre du dispositif, c'est un honneur que font les Russes. On met le Normandie-Niemen. Et c'est un succès. Et Staline, sur un pricas, demande que toutes les unités qui ont franchi le Niemen puissent mettre le mot Niemen après leur nom. C'est comme cela qu'à partir du mois de septembre, le Normandie s'appelle d'abord régiment et va devenir régiment Normandie. Niemen, c'est une reconnaissance. Voilà. Et pourquoi alors, sur le blason, y a-t-il donc les 2 léopards sur fond rouge, ils sont or sur fond rouge, et il y a une flèche là. Alors c'est très intéressant. Vous avez l'unité sœur du Normandie-Niemen, c'est le 18e de la garde. Mhm. Et le 18e de la garde a reçu d'une ville lettonne qui venait juste d'être libérée 10 avions avec un éclair blanc qui représentait les armes de la ville. Ah, d'accord, voilà. Voilà, ça c'est très intéressant. Et à partir du moment où, au même moment, au mois de septembre, les Français reçoivent les premiers Yak 3, alors c'est naturellement, il y a le Yak 9, le Yak 3. Le Yak 3 est peut-être l'appareil le plus beau et le plus rapide de toute la Seconde Guerre mondiale. Ils ne peuvent pas recevoir assez de Yak et le 10e de la garde leur donne quelques-uns, dont un avec l'éclair. L'éclair, c'est Et à l'éclair. partir d'octobre, officiellement, le général Zakharov, qui s'occupe de la 303e division, qui englobe le 18e de la garde et le Normandie-Niemen, demande à tous de mettre cet éclair blanc qui sera l'insigne
qui va représenter la 303e division. Alors voilà pourquoi, donc sur Toulillac, on peut voir donc ce blason, entre autres. Absolument. Et pour revenir à Monsieur Pierre Lorillon, parce que notre émission passe très très vite, comme toujours, Monsieur Pierre Lorillon, avec Monsieur Jean-Marie Bertrand, donc il a eu beaucoup de victoires, hein, comme on vient de le dire, et très, très rapide. Et il a reçu beaucoup de médailles également. Tout à fait. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était aussi, vu sa forme physique, c'était aussi un meneur d'hommes. Mm. Donc, à l'issue de la campagne de Russie, donc, il a continué les combats sur les différents théâtres d'opération. Donc, il a continué en Indochine, où il était au sol et il était responsable de la reconnaissance en Indochine, notamment à Dien Bien Phu. Pour vous dire la violence des combats, c'est que lorsqu'il a sauté en parachute sur Dien Bien Phu, il avait déjà 3 balles dans son ventral quand il est arrivé au sol. Mm-hmm. Et donc, c'est quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de chance et savoir-faire. Et donc, quand il me racontait ses exploits, c'est-à-dire que les légionnaires étaient contents de partir avec lui, parce qu'ils étaient sûrs toujours d'être approvisionnés par la voie aérienne et d'avoir de la nourriture plus ou moins fraîche tout le temps. Mm-hmm. Et donc les légionnaires avaient une admiration énorme vis-à-vis de Pierre Lorillon. Et aussi, durant la guerre d'Algérie aussi, il a été décoré à maintes fois par la Légion, puisqu'il défendait les troupes au sol, et avec son hélicoptère, il est allé chercher les blessés légionnaires sous le feu de l'ennemi. Et donc, le lendemain, enfin la semaine d'après, il y avait toute la Légion qui lui rendait honneur. Et donc, ça s'est toujours trouvé. Et ça s'est tellement trouvé que lorsqu'il est parti à la retraite, plus tard, il est allé dans une région qui est magnifique, c'est-à-dire la Corse. Mais il était à côté du 2e REP en Corse. Et chaque année, le 2e REP, au moment de Cameroun, il y avait Pierre Lorillon qui était là. Et donc, le 2e REP lui rendait honneur chaque année. Et donc, il était l'invité d'honneur du 2e REP. Donc, voilà. Et il a été au 11e choc, c'était un combattant au sol. Et ensuite, il a aussi appris à nager, puisque il est devenu nageur de combat aussi. Oui. Et donc, c'était aussi un homme, on parlait de sa forme physique, mais il avait une forme physique tout à fait hors norme, et donc ça lui a permis d'arriver jusque-là. Voilà. Donc, nous retrouvons donc la carrière très rapide de M. Pierre Lorillon, parce qu'on n'a pas trop le temps de tout exposer. Non, bien sûr, mais et pour tous d'ailleurs, bien sûr. Et donc, Pierre Lorillon donc, est décédé le 17 février 2013. Mm-hmm. Donc, ses obsèques ont eu lieu le 22 février 2013, donc aux Invalides. Aux Invalides, oui. Et donc là, grosse émotion pour moi, c'est-à-dire qu'aux Invalides, il y avait de rassembler tous les commandants des régiments successifs du Normandie-Yémen. Ils étaient tous là. Et donc l'armée de l'air lui a rendu hommage, ainsi que son Excellence l'ambassadeur russe, Monsieur Orlov. Hein, et donc, chose extraordinaire aussi, il y a eu le commandant à l'époque du Normandie-Yémen qui était en opération, a réussi par un vol extraordinaire, un vol de ravitaillement, donc de venir du Mali et de repartir le lendemain pour le Mali. En effet. Voilà un peu le chose. Donc, je ne vais pas donner toutes ces citations, mais il faut savoir que sur ces 17 citations, il y en a 11 qui sont à l'ordre de l'armée. Mm-hmm. Hein? Voilà, bon, je ne vais pas tout dire. Il a eu quand même aussi des médailles, dont... écoutez, l'ordre du drapeau rouge, par exemple, aussi. Marqué l'ordre de guerre pour le salut de la patrie. L'ordre du drapeau rouge, ce sont les médailles russes. Hein, c'est l'ordre de guerre pour le salut de la patrie, l'ordre du drapeau rouge, la médaille de la victoire. Hein, et il a continué aussi, même au Vietnam, il était reconnu. Il a eu la croix de la vaillance vietnamienne, avec une citation à l'ordre de l'armée. Ensuite, je dis pas toutes les citations qu'il a reçues. La croix de guerre 39-45 avec 8 citations,
5 à l'ordre de l'armée. La croix de guerre des TOE, 4 citations, 2 à l'ordre de l'armée. La croix de la valeur militaire avec 5 citations, 3 à l'ordre de l'armée. Les titulaires de la croix des combattants, de la médaille d'outre-mer, des commémoratifs 39-45, d'Indochine, d'Afrique du Nord et de la médaille de la reconnaissance de la nation. Eh bien voilà, donc pour vous, en fait, que ça soit Monsieur Jean-Marie Bertrand ou Monsieur Magny Souffan, le régiment de chasse Normandie-Niemen, qui existe encore aujourd'hui, et sur Rafale, on le redit bien, à Mont-de-Marsan, avec tous ces pilotes, ces mécaniciens, ce sont des chevaliers encore pour vous, justement? Absolument. Avec des valeurs, Absolument, parce que les valeurs humaines dont on parlait. ils essayent de garder l'esprit qu'avaient leurs ancêtres Mhm. et d'avoir cette manière de penser libre. C'est quelque chose d'extraordinaire quand on rentre dans le côté humain du Normandie-Niemen. On pourrait rester des heures à raconter des petites histoires, des anecdotes, des disputes, des rigolades, tellement l'éloignement du pays, la diversité des pilotes. Il y avait des gens qui étaient d'origine noble, d'autres qui Oui. venaient d'origine moins pas très aisée, qui étaient communistes aussi. Mm. Et tout ça a fait un mélange savant qui a donné cet esprit, jusqu'à dire que quand vous êtes à l'étranger, pour ceux qui connaissent l'armée, le côté militaire, les deux unités les plus reconnues françaises, naturellement, en premier, c'est la Légion étrangère, mais après, c'est le Normandie-Niemen. Normandie-Niemen, oui, en effet. Et moi qui ai l'habitude de côtoyer les pilotes actuels, donc je retrouve de cette volonté extraordinaire de nos parents Mhm. au sein de nos jeunes qui sont actuellement au combat. Mhm. Alors, si je peux me permettre aussi, il y a une phrase qu'a dit votre beau-père, juste avant de quitter ce monde. Il a dit « Si c'est la vie, c'est génial. Je suis prêt à recommencer. » C'est pour dire la force de caractère de cet homme, avec tout ce qu'il a traversé quand même aussi. Enfin, c'est une vie. C'est une vie proche d'eux, on s'envole. C'est vraiment le C'était mot. environ un mois avant sa mort, Mhm. et donc il m'a dit ça. Et voilà. Donc c'était quelqu'un de tout à fait étonnant, tout à fait discret, qui se vantait jamais, mais c'était tout à fait quelqu'un de remarquable par sa volonté d'exister, de faire vivre la France. Il a toujours dit, moi j'ai fait que mon devoir, je n'ai rien fait d'autre, et je me suis bien amusé dans cette vie. Et c'était pas un amusement, c'était la volonté de réussir partout où il passait. Et même Magny, qu'il a côtoyé, Oui. qu'il a côtoyé, pourra vous le dire, Oui. et il va vous le dire, la manière dont il racontait ça. Et il avait la volonté, entre pilotes, c'était un combat de chevalerie. C'était un peu ça qu'il disait. Magny Souffan, justement, oui. J'ai eu la chance de rencontrer Pierre lors d'un voyage de 3 heures. Nous allions, il y avait donc Pierre Lorillon, d'autres personnes et le général de Sassy, et nous allions en voiture à Geisenheim à la réunion des anciens pilotes allemands qui invitaient des pilotes finlandais, ukrainiens, américains, anglais, et les Français ne voulaient pas venir. Et pour la première fois, c'est Pierre Lorillon qui a dit « moi je vais y aller », des choses comme ça. Et la discussion était tranquille, et au fur et à mesure qu'on lui posait des questions, et sachant que ceux qui étaient autour de lui connaissaient un petit peu le Normandie-Niemen, c'est là qu'on voyait cet homme qui avait, là, à cette époque-là, peut-être 85 ans, commencer à bouger comme un jeune homme de 20 ans, avoir... Il était animé complètement. animé. Mm. Il serait intéressant, Jean-Marie, de raconter l'histoire. Il a eu 99 sauts, et Ouais. il voulait faire un 100e. Voilà, alors donc, Pierre Lorillon, discrètement, m'amène se balader dans le maquis corse pour voir, et puis dans le maquis corse, il se dégage, et puis tout d'un coup, il rencontre quelqu'un. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, quelqu'un dans le maquis corse comme ça, avec... Et puis il se met à discuter, et puis ensuite, il me laisse seul avec cette personne pour aller promener les chiens,
Et ce gars-là me dit, voilà, je suis instructeur parachutiste dans le civil, et Pierre voudrait faire son 100e saut. Et donc Pierre avait déjà 86 ans. Ouais, bravo. Et donc il voulait faire son 100e saut, et le gars, il me dit, je suis un peu inquiet, je sais pas, est-ce que vous m'autorisez à le faire sauter? Et puis je regarde le gars. Le gars mesurait 1m55 et Pierre Lorillon mesurait 1m85. Alors je me suis dit, et si jamais il saute, même en chute libre avec lui, c'est Pierre qui va tout prendre dans les jambes. Et donc, j'ai malheureusement, je regrette peut-être maintenant, j'ai malheureusement refusé à ce qu'il saute son 100e saut en chute libre. Donc voilà. Mais c'était un casse-cou et jusqu'au dernier moment, il s'était acheté une voiture de sport en Corse et il conduisait ça sur les routes corses, une voiture rouge bien dopée. Hein, il conduisait ça comme son avion sur les routes et à 90 ans, il a trouvé un jeune devant lui qui avait une 60aine d'années. Et puis, il a tellement excité qu'il lui a traité de vieux con devant pour dépasser. Excusez-moi de ce terme, mais enfin, voilà la niaque de cet homme. Et jusqu'au dernier moment, je l'ai vu à 92 ans grimper les marches 2 par 2 pour monter à l'étage. Alors, on remercie à travers justement à travers Pierre Lorillon et à travers vos témoignages, Monsieur Jean-Marie Bertrand et Monsieur Mani Souffan, on vous remercie infiniment de tous ces témoignages. On vit beaucoup mieux le Normandie-Niemen, on comprend aussi beaucoup mieux sa création. Et j'espère que nos auditeurs maintenant sauront quand ils vont aller, par exemple, au Bourget ou à la Ferté-Alais, parce qu'au Bourget, il faut savoir, au musée de l'air et de l'espace, il y a maintenant le mémorial depuis 2 ans. Pavillon entier avec toute l'histoire du Normandie-Niemen, des belles photos, un avion d'ailleurs, un yak d'époque, original, exactement, l'original. Et voilà, nous vous invitons vraiment à acheter des livres justement pour mieux connaître les gens, grande aventure, si on peut dire. Cette épopée. Oui. Et aujourd'hui quand même. Qui continue, qui perpétue. Donc ça, c'est très important aussi. Et on leur rend à tous hommage et on les remercie parce qu'ils nous sauvent également. Voilà, il faut le savoir. Voilà. À très bientôt à tous, chers auditeurs. IDFM 98 Radio Anguin.